Donc aujourd'hui une application de la méthode de Kern à travers un exemple que vous trouverez très largement répandu sur le net. J'ai repris cet exemple et je vais le traiter. Donc pour ce faire, je rappelle que je me suis basé sur ces ouvrages pour pouvoir développer la méthode que je vous ai présentée tout au long des séances précédentes. En premier lieu, il y a le Kern, évidemment, son ouvrage que vous avez ici complètement à gauche, mais également le Sinote, le Kakach, le Ludwig, le Diota et évidemment le Whittier. Donc l'exemple que je vous propose de traiter est celui-ci. Il s'agit du benzène qui va être refroidi par de l'eau. Le benzène arrive à 90 degrés et refroidi jusqu'à 30 degrés, tandis que l'eau arrive avec un débit massique de 60 500 kg par heure à 15 degrés pour ressortir à une température inconnue. Alors les pertes de charge côté tube et côté calandre tolérables ne doivent pas dépasser 1 bar. Voici donc l'exemple que je vous propose de traiter. Dans cet exemple, vous voyez qu'ici, les propriétés physiques ont été données, ainsi que quelques recommandations. Vous trouverez le même exemple exactement posé ailleurs comme question, et vous avez ici son écriture. Sinon, vous le retrouverez ici, sans les propriétés physiques, comme ce que je vais faire, avec simplement les débits massiques du benzène et de l'eau, et les 3 températures. Celle du benzène, entrée-sortie, et celle de l'eau uniquement au niveau de l'entrée. Et idéalement, on vous propose de travailler avec des paires de charges qui ne dépassent pas 1 bar. Sinon, il y a l'excellente présentation de cet exemple qui est faite par le professeur Shabina Khanam, qui travaille au niveau du département de génie chimique de l'Institut indien de technologie de Roorkee, et où elle traite cet exemple en long et en large. Et d'ailleurs, je recommande fortement sa playlist qui traite justement du dimensionnement des installations du génie des procédés ou du génie chimique en particulier. Et donc voici ce qui est donné. J'ai réécrit un peu ce que comporte cet exemple, mais pour ne retenir en fin de compte que ceci. Je vais faire abstraction de tout ceci. Je vais essayer de retrouver les propriétés physiques et on va voir également pour le test sur la vitesse comment est-ce qu'on va opérer. Donc voici l'application, ce que j'en retiens. Donc vous avez le dimensionnement par la méthode de Kern d'un échangeur à tube et calandre susceptible de réaliser un service thermique donné, qui est le suivant. Vous avez du benzène qui est le fluide chaud, je l'ai mis en rouge, avec un débit massique, j'indice 2 pour le fluide chaud, qui entre à une température T2, E pour l'entrée, et va voir sa température diminuer jusqu'à la sortie, jusqu'à sa sortie, grâce à de l'eau qui nous provient d'une tour de refroidissement qui entre à une température T1E, qui est égale à 15 degrés, avec un débit massique de W1. Comme je l'ai dit, les pertes de charge ne doivent pas dépasser 1 bar, aussi bien côté tube que côté calandre. Donc voici un peu le résumé de l'application que nous allons traiter aujourd'hui, et je commence. Donc la première des choses à faire, c'est de collecter les propriétés physiques à la température calorique ou alors la température moyenne. Je vais opter pour cette application pour la température moyenne, parce que c'est plus simple et d'ailleurs les flux ne sont pas très visqueux et on pourrait confondre la température calorique avec la température moyenne. Quand je dis moyenne, évidemment, la moyenne arithmétique. Donc, voici les propriétés physiques auxquelles je dois faire attention, que je dois collecter. Ce sont la masse volumique des deux fluides, la chaleur spécifique à pression constante, la viscosité dynamique et la conductivité thermique. Bien. Alors, surgit alors un premier souci, car pour pouvoir déterminer les propriétés physiques, il faudrait, comme je l'ai dit, les déterminer à la température calorique ou alors à la température moyenne.
Comme la température de sortie de l'eau n'est pas connue, il m'est impossible d'avoir la température moyenne de l'eau. En revanche, celle du benzène, je peux facilement l'obtenir, elle est égale à 60 degrés, comme on le verra. Donc, comment va-t-on faire pour pouvoir trouver cela? Bien, ce problème a déjà été posé lors des précédentes séances et on avait réglé le problème en faisant une hypothèse sur la valeur du CP, de la chaleur spécifique à pression constante de l'eau. Il fallait procéder par tâtonnement, c'est-à-dire considérer une valeur de départ que vous supposez et vous voyez si ça marche, c'est-à-dire si la température obtenue une fois que vous la calculez sa moyenne grâce à la température d'entrée, est-ce que sur sur les tables, vous retrouverez la température supposée. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc nous avons ce problème. Nous connaissons uniquement les données relatives au fluide chaud, mais nous ne pouvons pas connaître, nous n'avons pas la température de sortie du fluide froid. Puisque nous connaissons W, le CP également du fluide chaud, nous pouvons calculer la chaleur par unité de temps qui est transmise du benzène vers l'eau. Il me faut uniquement connaître CP du fluide froid. Donc je vais faire une hypothèse, ça c'est le rappel de ce que nous avons fait en cours quand j'ai traité cet exemple. Donc nous calculons grâce aux données du fluide chaud, d'abord déterminons la température moyenne du fluide chaud, j'avais dit que c'était 90 plus 30 divisé par 2, ça vous donne 60 degrés. D'abord mettons un peu, voilà, 60 degrés. Puis observons que nous n'avons pas la chaleur spécifique de l'eau puisque nous ne connaissons pas, puisque la température de sortie de l'eau n'est pas connue. En revanche, celle du benzène, puisque c'est à 60 degrés, je peux la relever sur les tables. Je la trouve égale à 1,855 kJ par kg Kelvin. Donc je peux accéder à la valeur du flux de chaleur transféré du benzène vers l'eau, qui est à peu près égal à 650 kW. Une fois que ceci a été fait, je peux essayer, moyennant une hypothèse sur CP, je peux remonter à la température de sortie de l'eau. C'est ce que je vais faire ici. Alors que fait-on? Puisque c'est de l'eau et que la valeur est connue, nous pouvons, en première approximation, supposer que c'est égal à 4,18. 4,18. Comme j'ai les tables, je vais être beaucoup plus précis, mais sinon, vous avez le droit, puisque c'est de l'eau et que la valeur est connue, de prendre 4,18. Comme moi, 4,18 kJ par kilogramme Kelvin, évidemment. Comme moi, j'ai les valeurs sur le péri, je suis parti sur le péri, donc j'ai les valeurs de 0 à 100. Je ne suis pas allé jusqu'à 100, je me suis arrêté à 95, puisqu'à 100, à pression atmosphérique, l'eau bout, et donc on est dans l'état liquide. Donc c'est à peu près 4,19. Donc je vais prendre cette valeur-là. 4,19. 4,19 comme première estimation de la chaleur spécifique de l'eau. Donc je considère 4,18 et en considérant donc non pas 4,18 mais 4,19, je retrouve une température de 24,22 degrés Celsius. Donc voici ma feuille Excel, une copie de ma feuille Excel. Donc vous avez ici donc pour les températures en degrés Celsius et en degrés Kelvin. Le CP met en joule, c'est-à-dire molaire, en joule par mol Kelvin. Je le convertis, ce CP, en kilojoules, kilogramme par Kelvin en divisant par la masse molaire de l'eau, en ayant pris la précaution de convertir dans le système SI. Puis je calcule la moyenne entre 0 et 95, comme j'ai dit. Je trouve 4,19 à peu près approximativement. Et à 4,19, donc je trouve la valeur de la température qui est égale à 24,22. Maintenant, avec cette température de 24,22, je peux remonter et obtenir la température moyenne de l'eau, puisque la température d'entrée est à 15 degrés, 15 plus 24,22, ça me donne une température moyenne approximativement égale à 19,60 degrés.
eh bien, à cette température, je me rends compte qu'effectivement, la valeur retrouvée du CP correspond à celle supposée. Par conséquent, nous retenons cette valeur du CP, plutôt nous retenons cette température puisque les valeurs de CP ne diffèrent presque pas. Bien, ceci a été fait. Donc, je peux maintenant, puisque j'ai les deux températures moyennes, les températures moyennes du benzène ainsi que celles de l'eau, je peux remonter aux propriétés physiques. D'ailleurs, j'ai ici toutes les propriétés physiques de l'eau à température moyenne de 19,61 degrés Celsius. Les voici. Donc, vous avez ici sur le péri les corrélations qui vous permettent de retrouver pour n'importe quelle température vos propriétés physiques. Vous avez ici les valeurs des constantes, comme je l'ai dit, et vous avez les expressions des équations. Vous retrouverez ça sur le péri, comme vous pouvez faire comme ce que j'ai fait. Donc vous avez en gras les valeurs de la masse volumique de l'eau, de la viscosité dynamique en poids-heure, c'est-à-dire le pascal seconde, et vous avez également la conductivité thermique de l'eau, sans oublier évidemment la chaleur spécifique à pression constante qui est de 4,19. Voilà, les propriétés physiques de l'eau ont été déterminées à la température moyenne. Il nous faut refaire la même chose cette fois-ci pour le benzène, c'est-à-dire à une température moyenne de 60 degrés. Idem, pour le benzène, je vais calculer grâce aux constantes relatives à la masse volumique, la viscosité dynamique, la conductivité thermique et la chaleur spécifique. Je retrouve les propriétés physiques à la température moyenne de 60 degrés. Une fois que tout ceci a été fait, voilà, j'ai mes propriétés physiques, les voici qui défilent devant vous. Celle de l'eau à la température moyenne de 19,61 degrés Celsius et celle du benzène à la température moyenne de 60 degrés. Donc les étapes 1 et 2 ont été franchies. Nous avons toutes les propriétés physiques à la température moyenne. Nous avons les débits massiques et les cas de température. Nous pouvons maintenant aller déterminer le reste, c'est-à-dire puisque le flux de chaleur a été déterminé également, nous allons aborder la troisième hypothèse qui est l'hypothèse où nous supposons une valeur initiale du coefficient global de transfert thermique. Je suis en train de parler de U0. Mais auparavant, il y a quelques précautions à prendre, des recommandations dictées par Kern, que je vais vous présenter ici. Les voici. D'abord, on nous dit, enfin Kern dit, pour pouvoir éviter les dépôts qui peuvent apparaître lors de l'écoulement de l'eau dans les conduites, il faudrait pouvoir travailler avec des vitesses qui doivent être supérieures à 3 feet par seconde. Il dit plus exactement, les vitesses inférieures à 3 feet par seconde devraient être évitées. Il dit même que dans certaines applications, un minimum de 4 feet par seconde est recommandé. Donc voilà, j'ai résumé ici la première recommandation de Kern pour ce qui est de l'eau. Nous allons mettre évidemment ce test, c'est le test numéro 1, rappelez-vous, je l'ai fait défiler dans la séance précédente. Et nous avons ici également quelque chose aussi dont on a parlé la séance précédente, à savoir que pour éviter justement toujours ces dépôts de minéraux qui se trouvent dans l'eau, sur toutes les parois, aussi bien de la tour de refroidissement que celle des tubes, eh bien il faut éviter que l'eau ne ressorte à une température qui dépasse 120 degrés Fahrenheit. En d'autres termes, c'était 49 degrés Celsius quand on convertissait. Alors, qu'est-ce que tout ceci? Donc, je résume. Il faut en premier lieu éviter les 3 feet par seconde. En deuxième lieu, il faut se situer en dessous de 49 degrés Celsius. En fait, il n'y a aucun souci puisque nous sommes à 24,22 degrés Celsius. Donc, ça devrait convenir. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Vous trouverez dans les ouvrages
que certains auteurs considèrent non pas 49, mais 40 degrés Celsius. 40 degrés Celsius. Donc maintenant, que fait-on si nous n'avons pas, si nous dépassons 49, ou bien que si nous dépassons, chez d'autres, 40 degrés Celsius? Ben, il faudrait reprendre tout le problème et décider de notre débit massique. Il faudrait augmenter le débit massique. C'est-à-dire, ça ne sera plus notre cas. On abandonne cette valeur du débit massique et il faudrait dire aux opérateurs d'augmenter le débit massique. Évidemment, vous devez comprendre que lorsque je vais diminuer la température de sortie de mon eau, je vais diminuer ΔT, comme le flux, lui, il est constant. Si je diminue ΔT, automatiquement, pour avoir cette constante, il faut que le W1, c'est-à-dire le débit massique de l'eau, doit par conséquent augmenter lorsque CP ne varie pas, évidemment, à CP donné. Donc voilà, nous avons fait défiler devant nous les deux recommandations de Kern, à savoir que la vitesse pour l'eau devait se situer dans une certaine gamme, mais surtout au-delà de 3 mètres par seconde. Deuxième chose, il faudrait que l'eau évacuée par l'installation doit avoir une température inférieure à 40 degrés, 49 degrés, ce qui est le cas. Donc maintenant, au niveau de l'étape 3, nous allons devoir estimer une valeur de U0, le coefficient global de transfert de chaleur. Ceci se fait à partir soit du graphique donné par le Coulson et Richardson, ou alors par des tableaux. Nous allons voir les deux cas. Et je vais commettre, vous allez voir, une petite erreur, pas une erreur, mais en fait, je vais faire comme si je ne connaissais pas la bonne valeur à adopter, la valeur judicieuse du U0 à adopter. Vous allez comprendre ce que je dis. Donc vous avez par exemple chez le Kern, et c'est justement ces valeurs que je vais essayer de ne pas voir. Kern vous dit que pour les refroidisseurs, pour les produits organiques, les liquides organiques légers, et il classe parmi ces liquides organiques légers, il classe tous les liquides organiques qui ont une viscosité inférieure à 0,5 centipoise, en d'autres termes inférieure à 0,5 10⁻³ poiseuil, pascal par seconde. Il classe parmi lesquels le benzène, le toluène. Et nous, pour ce qui nous intéresse, il y a le benzène. Donc le benzène est inclus. Que dit-il? Il dit que le U0, le coefficient global de transfert thermique, se situe entre 75 et 150 dans les unités anglo-saxonnes, c'est-à-dire, les voici, BTU par heure, feet carré, degré Fahrenheit. Ce qui donne ces valeurs-là. Si je devais prendre une valeur comme ça approximative, une valeur moyenne, ça me donnerait une valeur de U0 qui est voisine de 640. 640 watts par mètre carré degré. Pardon, watts par mètre carré Kelvin. Bien. Eh bien, je ne vais pas considérer cette valeur. En fait, je vais choisir un cas qui va nous faire, comment vous dire, qui va nous faire tomber sur un cas défavorable. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas très facilement la solution. Il faudra mettre en œuvre tout un travail pour pouvoir se trouver dans un cas favorable. En fait, l'étape numéro 4 ne sera pas respectée. Vous vous rappelez de delta U sur U? Eh bien, cette étape ne sera pas respectée. Et pour cela, donc, je vais faire comme si je ne voyais pas ça, comme si je n'avais pas le Kern sous les yeux, et je vais aller vers les autres ouvrages. Par exemple, Ludwig, lui, il donne une valeur, quand vous avez ces tableaux dans les pages, vous les avez ici, 94, vous avez dans le cas de l'échangeur, pour un produit organique et de l'eau, la valeur de U0 qui varie entre 50 et 150. C'est-à-dire, entre ces valeurs-là, dans les systèmes SI, ce qui donne pour une valeur moyenne de 567. 567,68 watts par mètre carré Kelvin. Alors, je l'ai déjà dit dans les précédentes séances, vous le savez, la différence qu'il y a dans la nomenclature quand vous dites échangeur de chaleur ou alors un réchauffeur ou alors un refroidisseur comme ce qu'a présenté Kern, un refroidisseur, un réchauffeur ou alors un échangeur. La différence est très subtile, mais il faut la connaître. Quand je dis échangeur de chaleur, ceci veut dire que les deux fluides chaud et froid, ce sont des fluides de procédé. En revanche, quand je dirais réchauffeur, ceci veut dire que le fluide
qui va chauffer mon fluide de service, qui va chauffer mon fluide de procédé. Mon fluide de procédé est un fluide de service, par exemple la vapeur d'eau, quand c'est un chauffage. À l'inverse, quand je dis un refroidisseur, ceci veut dire que le fluide qui va refroidir mon fluide de procédé, c'est un fluide de service, c'est-à-dire par exemple de l'eau. L'eau de service qui est disponible au niveau d'un laboratoire qui pourrait nous provenir d'une tour de refroidissement. Voilà pour cette subtilité, juste comme ça. Donc voilà, Ludwig propose ces valeurs, donc une valeur moyenne de 668 watts par mètre carré Kelvin. Sinon, nous avons le Duta qui donne exactement la même valeur, 50 et 150, et nous avons également le K4 que je n'ai pas voulu reprendre parce qu'il donne exactement la même valeur. Le C-Note, en revanche, donne un graphique très intéressant que nous avons détaillé lors des séances précédentes, relative à l'étape numéro 3, vous la retrouverez. Donc il donne cette espèce de graphique qui comporte 3 axes. D'abord, le fluide de procédé. Le fluide, là vous voyez, c'est donc un fluide de service, il s'agit donc d'un refroidisseur. Et vous avez ici une estimation sur l'axe central, une estimation du coefficient global de transfert thermique. Donc comme ceci, dans le système A6, c'est pour ça que c'est très sympathique. Alors, tout le problème, c'est de vous retrouver ici. Par exemple, dans notre cas, il s'agit, pour ce qui est du flux de service de refroidissement, il s'agit d'une eau de refroidissement qui provient d'une tour de refroidissement. Donc je suis quelque part ici. Donc comme j'ai dit, ici c'est de l'eau et ici c'est le benzène. Donc voyons, nous avons donc une tour de refroidissement et voici l'intervalle sur lequel se déploie cette tour de refroidissement. Nous prendrons par exemple le milieu. Idem, alors ici je ne retrouve pas le benzène. Alors, je vais prendre comme si c'était un fluide organique lourd, comme ceci. Pardon, une paraffine. Je vais considérer que c'est une paraffine. Vous allez voir que ce n'est pas une paraffine, mais je vais considérer, comme l'a fait le professeur Hanam, je vais considérer que c'est une paraffine, bien que ce ne soit pas le cas. Et je vois qu'il y a une valeur approximativement égale à 570 et 175. Chaque graduation correspondant à 50. Vous voyez ici les graduations mineures qui correspondent à 50. Donc je suis à 550, ici à 600. Donc je suis presque au milieu, donc j'ai considéré à peu près 570. Or, la question qu'il faudrait poser, le benzène est-il une paraffine ou alors c'est un produit organique lourd? Parce que je n'ai pas encore parlé de ça, le produit organique lourd. Alors, quand on feuillette un peu ce que nous donne le net, il est dit que, par exemple, pour les paraffines sur le Wikipédia, alors Wikipédia donne ceci. Il dit, alors, d'abord, le N devrait se situer entre 18, d'une manière générale, entre 18 et 32. Or, chez nous, le benzène, c'est 6. N égale à 6. Mais même pour les paraffines liquides, où les viscosités sont comprises entre 25 et 80 millipascales secondes, c'est-à-dire centipoises, ça devrait varier entre 8 et 19, alors que moi je suis à 6. Donc je le vois bien, considérer le benzène comme étant une paraffine, ce n'est pas très judicieux. Alors j'ai aussi trouvé ceci, dans la fin des années 60, la phrase produit organique lourd, produit chimique organique lourd, désigné entre autres le benzène. Et donc je me suis dit, considérons ou bien classons le benzène comme étant un produit organique lourd, alors que Kern, lui, dit que c'est un produit organique léger. Alors quand on vient ici dans les produits organiques lourds, on va délimiter la gamme de variations en prenant toujours le milieu. Je vois en fait que le U0 est autour de 500 watts par mètre carré Kelvin. Alors,
Nous allons considérer pour ce qui va venir une valeur donc autour de 500. Je le redis, hein, c'est un choix très mauvais, pas du tout judicieux, mais je le fais délibérément. Je voudrais qu'on ne trouve pas rapidement la solution. Je voudrais qu'on se place dans les cas les plus défavorables, comme ça, on est pareil lorsque ce cas se présentera dans la réalité. Donc je vais considérer délibérément une valeur, on va dire, un peu loin de la valeur judicieuse, qui tourne autour de 600, comme l'a mentionné Kern, comme je l'ai montré ici. Donc la valeur de Kern, celle qui aurait dû être prise, elle tourne autour de 640. Mais moi, je vais considérer une valeur de 500. Alors, continuons. Donc la